Chers collègues, nous en venons au second point de notre ordre du jour avec la présentation du rapport de la mission d'information sur les dynamiques de la biodiversité dans les paysages agricoles et l'évaluation des politiques publiques associées. Je rappelle que cette mission d'information a été présidée par Madame Laure Miller. Les deux co-rapporteurs de la mission sont Madame Manon Meunier et Monsieur Hubert Hoth. Mes chers collègues, les conclusions de cette mission d'information interviennent, comme vous le savez, à un moment particulier. Nous le savons, le monde agricole traverse aujourd'hui une période difficile. Il est touché par de multiples enjeux qui nécessitent de sa part une adaptation permanente et les politiques publiques doivent être là pour les accompagner. Je pense notamment à l'inflation du prix des intrants, aux pressions commerciales, aux multiples démarches administratives. Tout cela, nous l'entendons dans nos circonscriptions et nous devons y répondre. Il est évident que notre rôle de parlementaire est d'être à l'écoute, au plus proche du terrain et conscient des réalités de nos circonscriptions. Mais il y a d'autres sujets très directement qui viennent impacter le quotidien de nos agriculteurs. Je pense par exemple aux tensions sur la ressource en eau face au dérèglement climatique, sujet qui a été traité, du moins un certain nombre de propositions ont été mises sur la table dans le cadre des travaux de Vincent Descoeur et de Yannick Horry, dans le cadre de leur mission d'information. Pour rappel, cette mission d'information a été présentée la semaine dernière. Lorsqu'on parle d'agriculture, et c'est le cœur même de cette mission, il y a aussi les sujets de biodiversité et le rôle joué dans les paysages agricoles. En tant qu'élu des Bouches-du-Rhône, les paysages agricoles ne seraient pas les mêmes sans le travail exceptionnel mené par nos agriculteurs. Mais comme le montre ce rapport, il y a une interdépendance assez forte entre justement les relations entre l'agriculture et la biodiversité. Nous devons être sensibles et accompagner cette caractéristique, cette interdépendance. Quoi que nous pouvons penser, et je sais que les propositions feront débat dans le cadre de cette mission, une chose est à saluer dans le cadre de cette mission d'information, c'est le travail. C'est-à-dire que vous avez des parlementaires qui, je ne révèle aucun secret, ont sans doute des divergences politiques, mais qui ont su travailler de pair pour rendre ce rapport. Je crois que ce rapport montre aussi des divergences, puisque je crois savoir qu'il y a des propositions qui émanent d'un rapporteur ou de l'autre. Sachons débattre de ces propositions dans le respect de la sensibilité de chacun. Je ne serai pas plus long et je cède donc la parole à notre présidente. Par la suite, les co-rapporteurs auront l'occasion de s'exprimer. Madame la présidente. Merci beaucoup, merci Monsieur le Président, merci de m'accueillir dans cette commission développement durable, aménagement du territoire. Madame, je vous précise peut-être au préalable que n'appartenant plus à la commission des DAT, évidemment je peux dire un mot, mais que je n'aurai pas évidemment le vote et que je m'absenterai au moment des échanges que vous pourrez avoir avec les deux co-rapporteurs et puis évidemment au moment du vote. Madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, chers collègues, vous le savez mieux que les autres au sein de cette commission, le déclin de la biodiversité au niveau mondial est l'un des enjeux majeurs auxquels l'humanité doit faire face. Par leur travail au contact du vivant, les agriculteurs sont les premiers témoins, mais aussi les premières victimes de l'érosion de la biodiversité. Premiers témoins, premières victimes, mais aussi acteurs essentiels de sa préservation. Nos agriculteurs permettent et doivent permettre le maintien et le développement de la biodiversité dans les territoires. Mais encore faut-il leur en donner les moyens. Évidemment, nous ne partons pas d'une page blanche. Le budget 2024 prévoit une augmentation de plus de 1 milliard d'euros, soit plus 17% par rapport à 2023, principalement pour poursuivre et accélérer la transition écologique de l'agriculture, avec notamment 80 millions pour soutenir l'investissement dans des matériels décarbonés ou moins émissifs, engins agricoles et forestiers, serres, dispositifs de stockage et d'épandage des effluents d'élevage, 110 millions dans un pacte en faveur de la haie visant à obtenir un gain net du linéaire de haie de 50 000 km d'ici 2030, une approche volontariste de développement de l'agriculture biologique, un fonds en faveur de la souveraineté et des transitions pour soutenir le déploiement des projets alimentaires territoriaux et plus globalement des projets structurants pour les filières à l'échelle de leur territoire, la réduction de l'usage des produits phytosanitaires dans une logique de planification. Voilà l'action en cours. Néanmoins, nous devons aller encore plus loin.
Et sur ce sujet sensible, aller plus loin, ça nécessite du dialogue. Cette mission d'information, elle a permis une chose certaine, le dialogue. La mission a organisé les auditions de nombreux acteurs du secteur et en premier lieu les agriculteurs eux-mêmes, ce qui est fondamental. Pour ma part, ces auditions m'ont permis de confirmer en particulier 2 convictions. La première, c'est la nécessité d'encourager et d'accompagner davantage nos agriculteurs dans leur transition, encourager les premiers de cordée, récompenser les bonnes pratiques qui aujourd'hui n'apparaissent pas sur les résultats comptables, les accompagner aussi par davantage de connaissances et de formation à la biodiversité. Deuxième conviction, c'est qu'on ne peut pas se tourner seulement vers les agriculteurs pour engager la transition écologique de notre agriculture. En effet, ils ne pourront fondamentalement changer que si leurs débouchés sont en cohérence avec cette transition. Il est donc essentiel de faire en sorte que les négociants, les coopératives, les transformateurs, les industriels prennent leur part de responsabilité. Chers collègues, difficile de ne pas connecter la présentation de ce rapport avec l'actualité qui touche nos agriculteurs. Ces derniers étouffent littéralement sous le poids des normes, des directives, des charges et parfois des injonctions contradictoires. Cela alors même que nous avons l'agriculture la plus durable du monde. Aujourd'hui, si nos agriculteurs n'en peuvent plus, c'est aussi parce qu'ils voient les consommateurs faire le choix de produits importés qui ne respectent pas les normes auxquelles ils sont astreints et qui les conduisent à la faillite. Il ne faut évidemment pas renoncer à nos engagements environnementaux, renoncer à la préservation de la biodiversité, mais il faut donner du temps aux agriculteurs. Cette transition, elle doit s'organiser pour que chacun soit gagnant dans l'opération. Les 2 rapporteurs vont dans un instant vous exposer leur travail et les recommandations qu'ils formulent. Dans ces recommandations, je vous précise, en cohérence avec les propos que je viens de tenir, que je suis évidemment plus favorable aux recommandations qui visent à inciter, promouvoir, soutenir, plutôt qu'à tout ce qui, philosophiquement, se rapprocherait d'interdiction, de plafonnement ou de contraintes. Je veux remercier les 2 rapporteurs pour leur engagement total et exemplaire sur cette mission et en profiter aussi pour remercier nos administratrices pleinement mobilisées et indispensables pour que cette mission soit aussi bien menée. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame la Présidente et sachez que vous revenez dans cette commission quand vous le souhaitez. Monsieur le co-rapporteur, Monsieur Hubert Roth, la parole est à vous. Oui, en préambule, Monsieur le Président, rapidement, je vais juste commenter la petite carte qui vous a été remise. C'est un petit clin d'œil sur la biodiversité associée au milieu cultivé, parce que nous héritons d'un patrimoine agricole de plusieurs siècles qui a toujours vu prospérer la nature libre et la nature domestiquée par nos pratiques culturales ou d'élevage. Et donc c'est un petit clin d'œil pour montrer que dans le vignoble alsacien en l'occurrence, un certain nombre d'évolutions des pratiques durant les 3 dernières décennies ont ramené ce qu'on appelle la tulipe des vignes au cœur des parcelles cultivées, parce qu'il y a eu une évolution des pratiques dans un vignoble où les agriculteurs ne cessent de construire de l'avenir. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons, avec ma co-rapporteure Manon Meunier, le plaisir de partager le fruit de nos travaux menés sur les dynamiques de la biodiversité dans les paysages agricoles et l'évaluation des politiques publiques associées. Cette mission d'information, lancée en juin dernier, a été riche en enseignements et en rencontres, tant à l'Assemblée dans le cadre de nos auditions, mais aussi sur le terrain avec 3 déplacements que nous avons faits tout d'abord dans les Deux-Sèvres et l'Indre, puis en Alsace et pour finir en Haute-Vienne. Lors de la première étape, en septembre, nous avons rencontré respectivement 30 chercheurs, agriculteurs, acteurs associatifs, institutionnels ou syndicaux, ainsi que des élus. Lors de la deuxième étape, en novembre, ce sont 32 personnes que nous avons écoutées sur le terrain. Et enfin, lors de la troisième étape, en décembre, ce sont 24 personnes que nous avons rencontrées. Parallèlement à ces déplacements, nous avons mené 21 auditions et tables rondes dans 6 mois, durant lesquelles ce ne sont pas moins de 100 spécialistes, agriculteurs, chercheurs et scientifiques représentants du monde agricole, associations et acteurs de nos politiques publiques agricoles, avec lesquels nous avons pu échanger thème par thème. Notre objectif était de poser un diagnostic scientifique précis sur l'évolution de la biodiversité dans les paysages agricoles, mesurer l'impact des pratiques agricoles sur la biodiversité et l'inverse aussi. Le tout afin d'identifier parallèlement les freins et les leviers à l'évolution de nos modèles agricoles. Avant de partager avec vous nos constats et nos conclusions, nous tenons à remercier notre présidente Laure Miller, ainsi que l'ensemble des collègues membres de la commission avec lesquels nous avons cheminé, en particulier Madame Stambach-Terrenoir et Madame Jourdan, qui étaient présentes lors de notre déplacement dans les Deux-Sèvres. Nous tenons particulièrement à remercier les administratrices, Rosalina, Apolline et Or, de la Commission du développement durable, qui nous ont accompagnés de bout en bout lors de chaque étape de la construction de ce rapport, ainsi que pour l'organisation des auditions
et des déplacements pour lesquels elles ont pris soin de prendre tous les contacts utiles. Un grand merci à elles, au secrétariat de la Commission et à vous, Monsieur le Président, pour la qualité d'un travail discret mais essentiel qui est produit ainsi au service de nos initiatives parlementaires. Vraiment, merci. Enfin, nous tenons à saluer l'engagement et la disponibilité de l'ensemble des personnes auditionnées, près de 190 en tout, qui ont pris le temps de livrer leur vision et leurs expériences sur notre sujet, ce qui a considérablement nourri nos réflexions. Ce rapport est au fond un moyen pour relayer et se faire l'écho des analyses qui nous ont été confiées ainsi que des pratiques agricoles que nous avons pu observer. Cet ensemble de témoignages converge pour établir un constat à la fois alarmant, mais aussi encourageant, sous condition de faire évoluer nos politiques d'accompagnement afin qu'elles puissent répondre au mieux aux enjeux actuels. Permettez-moi pour commencer de citer une phrase de l'astrophysicien français, l'un des plus connus, Hubert Reeves, décédé en octobre 2023 à l'âge de 91 ans. Il écrivait « Nous éliminons aujourd'hui plus de 1000 fois plus d'espèces qu'avant l'époque industrielle. Cette extinction massive, la 6e dans l'histoire de la Terre, l'humanité en est la cause. Elle pourrait en être la victime. L'avenir dépend largement de décisions prises aujourd'hui et demain. À chacun sa part du travail pour redresser la barre. » Nous traversons effectivement une crise sans précédent du vivant. La biodiversité ne cesse de décliner depuis 50 ans, de sorte que l'on peut constater une chute d'abondance de population de vertébrés de l'ordre de 69%. Ça concerne les mammifères, les poissons, les oiseaux, les reptiles et les amphibiens. Au-delà de ces chiffres fournis par l'indice Planète Vivante, nous savons que ce phénomène est en pleine accélération, de sorte que ce n'est pas moins d'1 million d'espèces qui est menacé d'extinction dans les prochaines décennies, d'après le dernier rapport de l'IPBES. Clairement, c'est l'intensification de certains modes de production en agriculture qui est l'une des premières causes du déclin de la biodiversité. Nos politiques publiques agricoles ont une responsabilité et une possibilité pour enrayer cet effondrement. C'est le résultat sans appel de plusieurs études scientifiques récentes sur lesquelles nous souhaitons attirer votre attention. Une étude d'ampleur du CNRS, publiée en mai 2023, identifie l'intensification des pratiques agricoles comme étant une grande cause de la disparition de plus du quart de la population des oiseaux en Europe depuis 1980. En France, le nombre d'oiseaux des milieux agricoles a diminué de 43%, alors que les oiseaux forestiers n'ont baissé que de 19%. Seuls les oiseaux des villes ont légèrement augmenté, plus 9%. L'expertise scientifique collective récente, pilotée par l'INRAE et l'IFREMER, confirme que l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins sont contaminés par des produits phytosanitaires utilisés. Ces produits sont directement et indirectement impliqués dans le déclin des populations d'invertébrés terrestres, comme les insectes pollinisateurs ou les coléoptères terrestres, comme aquatiques. Sans oublier les orthoptères, particulièrement les criquets, tous à la base d'importantes chaînes alimentaires. Les observations de terrain d'agriculteurs et d'agricultrices dans le cadre de programmes de sciences participatives, comme celui de l'Observatoire agricole de la biodiversité, confirment le déclin des populations d'abeilles et de papillons dans les milieux agricoles peu diversifiés. L'ensemble des scientifiques et experts auditionnés nous ont rappelé par quels mécanismes les pratiques agricoles de type intensive conduisent à un appauvrissement de la biodiversité. Ces mécanismes trouvent leur source dans l'histoire récente des paysages agricoles actuels. En effet, notre agriculture française, devenue plus productiviste, a transformé le paysage cultivé durant ces 50 dernières années. La taille moyenne des exploitations agricoles est passée de 21 hectares en 1970 à 69 hectares en 2020. Le nombre d'exploitations ne cesse de diminuer aujourd'hui, surtout les élevages. Le dernier recensement agricole a comptabilisé 100 000 fermes en moins entre 2010 et 2020. On tend clairement vers un modèle de paysage agricole comprenant des exploitations plus grandes et moins nombreuses. La spécialisation et la simplification des rotations de culture limitent la diversité des plantes cultivées sur un territoire. L'utilisation importante d'intrants de synthèse contamine les milieux et les organismes vivants et produit une déconnexion croissante entre les modes de production agricole et le fonctionnement naturel des écosystèmes. Le recours à un labour profond des sols avec absence de couverture végétale une partie de l'année, l'utilisation de machines lourdes, ainsi que le drainage et certaines pratiques d'irrigation entraînent une perte de biodiversité dans les sols, ainsi qu'une baisse de fertilité et de capacité de régulation du cycle de l'eau. Au total, il faut juste savoir que les sols représentent 50 à 75% de la biomasse vivante des écosystèmes terrestres. C'est un des plus grands réservoirs de biodiversité et de ressources génétiques de notre planète.
La spécialisation des élevages, le déclin des pratiques de pâturage extensif au profit de bâtiments mécanisés, de systèmes fourragers et de la culture de maïs sont à l'origine de pertes de prairies naturelles abritant une biodiversité animale et floristique importante. Enfin, la suppression des infrastructures agroécologiques que sont les haies, mais aussi les bosquets, les arbres, les bandes enherbées, les prairies naturelles, les mares, les fossés, les tourbières, constitue globalement une cause de la diminution et de la fragmentation des habitats naturels et des corridors écologiques dans les paysages agricoles. À titre d'exemple, dans l'ancienne région de Poitou-Charentes, les acteurs locaux nous ont alertés sur la disparition de plus du quart des 30 000 mares recensées dans les années 2000 et qui abritent des auxiliaires de cultures précieux pour l'agriculture. Il faut savoir que certains insectes ont une larve aquatique qui passe donc de 4 à 5 ans pour certains d'entre eux, d'une vie aquatique avant d'émerger et de se déployer en surface, telle une libellule, pour ensuite devenir un grand prédateur d'insectes qui sont soit collaboratifs, soit agresseurs des cultures. Donc il y a beaucoup d'interactions. L'exemple de la haie est parlant. Depuis 1950, nous avons perdu 70% du linéaire de haies dans nos paysages agricoles. Récemment encore, sur la période 2017-2021, la perte est estimée à plus de 23 500 km, soit 2 fois plus par rapport à la période 2006-2014, où c'était à peu près de l'ordre de 10 500. La perte de biodiversité et de services écosystémiques est considérable. Nous encourageons à ce titre les initiatives récentes du gouvernement autour du pacte en faveur de la haie et du label haie. Notre recommandation numéro 51. Nous recommandons de porter une attention particulière aux infrastructures agroécologiques existantes, héritées du passé, dont la valeur écologique est inestimable et n'est pas remplaçable par de jeunes plantations. Ça, c'est la recommandation 50. Tout ça est intéressant parce qu'il y a moyen de déployer aujourd'hui des principes agroécologiques sur un paysage qui est 100% compatible avec ce principe. Pour résumer, nous citerons un rapport de la Cour des comptes européenne qui a posé un diagnostic similaire au nôtre dans un rapport récent. L'intensification agricole a transformé des paysages autrefois variés, composés de nombreux petits champs et d'habitats diversifiés, en un terrain homogène et continu, travaillé à l'aide de grosses machines et d'une main-d'œuvre fortement réduite. Elle a donc entraîné une diminution de l'abondance et de la diversité de la végétation naturelle et par suite de celle des espèces animales. Quelles sont ces pratiques agricoles alternatives favorables à la biodiversité ? Eh bien, l'agriculture et la biodiversité ne doivent pourtant surtout pas être opposées. Bien au contraire, nos observations nous ont confortés dans la conviction que la biodiversité est une clé de voûte d'une production agricole durable et résiliente, et une réponse soutenable et pertinente aujourd'hui pour adapter l'agriculture aux défis environnementaux. L'agriculture est avant tout forte de sa diversité de plantes cultivées et d'animaux élevés, tandis que la biodiversité présente dans ce milieu cultivé fournit de nombreux services écosystémiques, dont certains sont indispensables à la production agricole, comme la pollinisation des cultures, la fertilité des sols, la régulation de la qualité de l'eau et du cycle de l'eau, ou la régulation biologique des bioagresseurs. L'exemple de la pollinisation est emblématique. La contribution des insectes pollinisateurs à la valeur marchande de la production végétale française destinée à l'alimentation humaine a été estimée entre 2,3 et 5,3 milliards d'euros par le Commissariat général au développement durable. À titre d'illustration, une étude de l'INRAE et du CNRS ont démontré une corrélation positive entre l'abondance d'abeilles et les rendements du colza. Dans cette étude, la pollinisation par les abeilles surpasse même en résultat l'utilisation de produits phytosanitaires en termes de rendement et de rentabilité du colza, de cette culture. À l'heure des départs à la retraite, de nombreux agriculteurs et agricultrices, et après des décennies de transformation, l'agriculture se situe aujourd'hui au carrefour d'une transition qui est à la fois générationnelle, environnementale et climatique. Et c'est inévitable. Dans cette perspective, nous partageons le constat que le défi de la transition est moins technique que politique. Aujourd'hui, les solutions techniques et les modèles agricoles alternatifs qui s'appuient sur la richesse d'écosystèmes préservés et restaurés à des fins productives sont identifiés. Sans dénier les difficultés d'adaptation et de conversion sur lesquelles nous reviendrons et qui nécessitent du soutien financier et de l'accompagnement, l'efficacité de ces pratiques est reconnue par les scientifiques et les agriculteurs et agricultrices qui ont choisi de les mettre en œuvre. Les techniques agricoles à la fois bénéfiques pour la biodiversité et la qualité de la production reposent sur l'augmentation
Tout d'abord, l'augmentation du niveau de diversité cultivée dans les exploitations avec des mélanges d'espèces et de variétés, un allongement des rotations, des cultures intermédiaires, des plantes de service et le choix de variétés génétiquement adaptées et résistantes aux maladies et aux bioagresseurs. La reconstitution, dans un deuxième temps, la reconstitution et le maintien d'infrastructures paysagères comme les haies, les bosquets, les arbres, les bandes enherbées, les mares, les fossés, qui fournissent des services écosystémiques efficaces pour la production agricole, le développement associé d'activités d'élevage, notamment pour l'apport de matières organiques, l'adaptation du travail des sols agricoles, la réduction du recours aux pesticides et engrais de synthèse grâce à des écosystèmes à l'équilibre, structurellement plus résilients et moins vulnérables aux bioagresseurs. Les bénéfices de ces solutions fondées sur la nature pour le vivant, la qualité de notre alimentation et l'amélioration de la résilience des exploitations agricoles face aux crises sont indéniables. Les agriculteurs et agricultrices rencontrés qui ont converti leurs exploitations ont tous constaté la très forte résilience du vivant en observant un retour surprenant des insectes et des oiseaux dans leurs champs. Ainsi, les surfaces traitées en agriculture biologique abritent en moyenne 30% d'espèces en plus et les populations d'animaux présents comportent 50% d'individus en plus. L'agriculture biologique est aujourd'hui une certification contrôlée annuellement dont le cahier de charge exclut le recours aux engrais et aux pesticides de synthèse, ce qui garantit une diversification dans la ferme et est favorable à la préservation d'une biodiversité. Ce renforcement du vivant au cœur du milieu cultivé accompagne logiquement un fonctionnement écosystémique de la production retrouvée. Donc, pour conclure, autant la biodiversité peut être difficile à mesurer, autant les actions mises en œuvre pour restaurer des écosystèmes qui y sont favorables entraînent rapidement des bénéfices visibles à l'inverse du changement climatique. C'est une excellente nouvelle pour nos politiques publiques. Si on fait un effort, on obtiendra un résultat. Merci, Madame la co-rapporteure. La parole est à vous. Monsieur le rapporteur, si vous voulez bien, co-rapporteur, vous voulez couper votre micro. Super, merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais également commencer par des remerciements. Bien sûr, je remercie tout d'abord nos administratrices qui nous ont accompagnés tout au long de cette mission d'information avec un travail de qualité. Donc, je remercie Mesdames Apolline Nguyenka et Rosalina Arbulu Nora Buena ainsi que Or Bousmar pour la qualité de leur accompagnement. Je remercie également mon équipe de collaborateurs et notamment ma collaboratrice Marie-Agnès Fine qui était avec moi sur tout au long de cette mission. Je remercie également les membres de cette mission d'information et notamment Mesdames Anne Stambach-Ternoir et Chantal Jourdan qui étaient très présentes avec nous. Et bien sûr, évidemment, je remercie toutes les personnes que nous avons interrogées, les 190 personnes que nous avons interrogées, et particulièrement les agriculteurs et agricultrices qui nous ont accueillis sur leur ferme pour témoigner. Et bien sûr, je remercie également donc Laure Miller pour sa présidence et son accompagnement également au long de cette mission. Et bien sûr, Hubert Ott, donc co-rapporteur avec moi sur cette mission pour la qualité des échanges qu'on a pu avoir et du travail qu'on a pu mener en commun. Moi, je vais continuer sur... Hubert a pu vous dresser les constats finalement de ces impacts biodiversité et les bienfaits d'une collaboration, d'une coopération entre la biodiversité et l'agriculture. Moi, je vais plutôt arriver sur la partie politique publique et notamment sur les freins de la conversion des agriculteurs vers d'autres modèles. Mais en préambule, je voulais dire que sur tous les agriculteurs que nous avons interrogés pendant les 6 mois de cette mission, il y en a plus d'une soixantaine en réalité, et particulièrement je pense aux représentants des syndicats français que nous avons tous reçus. Pas un seul agriculteur nous a dit la transition écologique, on n'en veut pas. La transition écologique, gardez-la. Pas un seul agriculteur ne nous a dit ça. Au contraire, en fait, on nous a dit, écoutez, nous aussi, on a des enfants. Nous aussi, on veut évidemment que la planète, on la transmette dans un état vivable, etc. Et on est prêt à engager cette transition. Mais pour cela, on demande une chose, c'est d'abord de pouvoir vivre dignement de notre travail. Et avec ce constat-là, nous, après, on ira dans la transition écologique. Et ça, j'insiste, mais vraiment, pendant les auditions des syndicats, que ce soit de la coordination rurale au MODEF, en passant par la Confédération paysanne et la FNSEA, tous les syndicats nous ont dit ça. C'est pour ça que
je commencerai en préambule à dire que les recommandations qui me paraissent phares de cette mission d'information, ce sont notamment celles qui permettent justement d'assurer un revenu minimum et digne pour nos agriculteurs, à savoir instaurer des prix planchers pour les agriculteurs et notamment encadrer les marges de l'agroalimentaire et de la grande distribution pour assurer un prix minimum qui revient d'abord aux producteurs. Et puis la sortie donc, des traités de libre-échange, notamment la négociation en cours avec le Mercosur qui peut mettre en danger notre élevage et son modèle vertueux extensif justement qui apporte à la biodiversité et donner en fait des filières qui priorisent l'agriculture française, par exemple, dans les établissements publics, donner de la priorité à des viandes d'origine française. Donc en préalable et en préambule, je pense que ces mesures-là sont une première base nécessaire pour engager une transition écologique dans notre modèle agricole. L'un de nos constats politiques majeurs dans cette mission d'information, c'est qu'aujourd'hui, on a des agriculteurs qui sont relativement laissés seuls face à la transition écologique, alors même qu'ils en sont justement aussi parmi les premières victimes. Le changement climatique, évidemment, ce n'est pas notre sujet du jour, mais les dégâts qui peuvent être causés par les aléas climatiques sur les cultures sont assez importants, mais aussi par rapport à la biodiversité. Si vous avez un sol dont la biodiversité est morte, eh bien, votre sol produira évidemment beaucoup moins. Les pollinisateurs sont évidemment des alliés également essentiels. Sans pollinisation, pour vos rendements de colza, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, vous avez besoin d'établir en fait un cercle vertueux avec la biodiversité pour avoir des rendements corrects. Et en fait, pour la première fois depuis des années, c'est ainsi qu'on observe une chute de rendement, notamment dans les cultures céréalières, alors même qu'on a des progrès agronomiques qui sont mis en place. Et l'INRAE a fait une étude qui a mis de côté le critère économique, qui a mis de côté le critère agronomique, qui a mis plein de facteurs de côté en disant « c'est pas ça la cause de la baisse de rendement, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça », jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, la crise environnementale. Donc si aujourd'hui, on observe des baisses de rendement sur des cultures céréalières, c'est changement climatique et biodiversité et chute de la biodiversité qui en sont les causes. Et donc pour cela, il est vraiment important qu'on puisse réfléchir ensemble justement à l'accompagnement des agriculteurs face à cette transition écologique. Et pour cela, je pense que l'une de nos mesures phares, c'est l'accompagnement à la prise de risque. Et ça a été l'une des mesures qui est revenue le plus souvent de la part de nos agriculteurs. C'est-à-dire, nous, on est d'accord pour engager des conversions, on est d'accord pour aller vers une agriculture, par exemple, de conservation des sols, où on va arrêter des pratiques telles que le labour profond, qui est néfaste pour la biodiversité des sols. On est d'accord pour aller vers des plantations de haies, pour aller vers la mise en place d'agriculture biologique. Mais dans un premier temps, on va avoir besoin d'une réadaptation sur la ferme, d'une réadaptation d'outils. On va peut-être avoir besoin de diversifier sa production pour avoir un rendement économique qui change. Donc pendant plusieurs années, on prend un risque. On prend un risque économique, on prend un risque d'adaptation, on a besoin de temps de formation. Et l'une des premières demandes qui nous a été faite de la part des agriculteurs, c'est donc que cette prise de risque soit prise en compte par l'État. Et c'est l'une de nos recommandations phares, que l'État accompagne cette prise de risque en compensant financièrement les agriculteurs en cas de diminution ou de perte au niveau des rendements durant les premières années de conversion et d'adaptation. Ça, c'était par rapport aux freins. Maintenant, quel est l'état de nos politiques publiques en tant que telles ? Un rapport de la Cour des comptes a pointé récemment par rapport aux politiques agricoles françaises, je cite, un soutien discontinu, mal ciblé et largement insuffisant des agriculteurs pour la transition. Et ce notamment pour la PAC, la politique agricole commune, bon, ça ne vous aura pas échappé, c'est à l'échelle européenne, mais on a en réalité une marge de manœuvre française, c'est le plan stratégique national français. Et on est parmi les plus mauvais élèves en termes de transition agroécologique et parmi les plus mauvais élèves en termes d'objectifs fixés. Notamment, on a
en réalité, au sein du premier pilier de la PAC, moins de 7% du budget qui est dédié à la transition agroécologique. C'est au sein des mesures agri-environnementales et climatiques sur lesquelles je reviendrai, et au sein de l'accompagnement à l'agriculture biologique. Et puis on a des plans éco-phyto qui ne vous auront pas échappé, sont des échecs depuis 2018, puisqu'on a 3 plans qui se sont succédés sans baisse significative d'usage des pesticides, même au contraire. Et en réalité, c'est parce qu'on a eu des mesures qui n'étaient pas forcément des mauvaises idées, mais face auxquelles on n'a pas mis les moyens. Par exemple, séparer les personnes qui vendent les pesticides des personnes qui conseillent sur l'usage des pesticides. Ça, c'est dans les plans éco-phyto, effectivement. Mais si on ne met pas les moyens pour que ça fonctionne sur le terrain, la séparation n'est pas effective et on reste sur les conseillers sont les vendeurs. Et évidemment, quand vous vendez quelque chose, vous conseillez d'en utiliser au maximum. Or, l'une des délégations qu'on a faites, c'était sur le site du CNRS de Chizé, et il s'avère aujourd'hui que dans la plupart des exploitations conventionnelles céréalières, si vous réalisez déjà, c'est les résultats de l'étude du CNRS de Chizé, une baisse de 30% de l'usage de vos pesticides, vous pouvez ne pas toucher du tout au rendement si vous rééquilibrez l'azote en conséquence, puisque l'azote stimule la pousse des adventices. Donc en diminuant l'azote et en diminuant de 30% les pesticides, vous ne touchez pas au rendement. Ça, c'est déjà un progrès qu'on pourrait tous faire demain sur des exploitations conventionnelles céréalières. Et aujourd'hui, cette conversion ne s'engage pas parce qu'on a besoin d'accompagner justement la séparation entre la vente et le conseil des pesticides. C'est l'une de nos recommandations phares. Et par rapport à l'usage des pesticides, j'aimerais insister sur la résilience économique des exploitations, qui est également l'une des questions évidemment qu'on s'est posées au sein de cette mission d'information. D'accord, protéger la biodiversité, mais comment faire pour accompagner la résilience des exploitations agricoles ? Eh bien, on a reçu notamment une économiste, Sophie de Vienne, qui a fait une étude sur la question. Et en réalité, de toute façon, les agriculteurs de terrain le savent aussi et l'ont expérimenté. Si vous diminuez vos charges, et les pesticides peuvent représenter des charges énormes. D'ailleurs, en 2022, vous avez eu 25% d'augmentation sur les produits phytosanitaires. Donc les pesticides représentent une charge énorme. Si vous diminuez ces charges, si vous diminuez votre investissement sur des énormes machines, etc., et que vous revenez à des exploitations à échelle humaine, que vous diversifiez vos cultures, vous pouvez arriver à un meilleur chiffre d'affaires à la fin, parce que même si vos rendements sont moindres, et même si vous sortez finalement moins d'argent, eh bien, en diminuant vos charges, vous vous en sortez tout de même relativement mieux. Et on a des exemples, on a rencontré des agriculteurs qui s'en sortent en suivant ce modèle-là. Alors évidemment, ce n'est pas simple, et c'est pour ça que j'insiste sur le nécessaire accompagnement à la prise de risque, à la conversion, puisque évidemment, pour arriver à ce modèle-là, on a besoin de politiques publiques qui encouragent et qui aident la prise de risque. Pour la PAC, je voulais revenir un peu plus dans le détail, la politique agricole commune. Je voulais notamment parler des mesures agri-environnementales et climatiques. C'est l'une des revendications des agriculteurs depuis plusieurs mois maintenant, depuis qu'il y a eu des annonces de baisse de budget. Je voulais venir sur un impact, sur un exemple concret pour qu'on se rende compte. On a fait donc une délégation dans la Haute-Vienne, on est allé à la rencontre d'agriculteurs et de gestionnaires de parcs, et notamment on a eu le cas d'un agriculteur dans le parc naturel régional de Mille-Vaches, donc chez moi en Limousin. Sur les dernières années, les mesures agri-environnementales et climatiques représentaient dans son budget annuel 17 000 €. Ce qui est, pour un éleveur bovin extensif, un chiffre relativement conséquent, 17 000 € par an. Aujourd'hui, avec les nouveaux budgets PAC, le plafond a été mis pour l'ensemble des agriculteurs à 6 000 €. Donc il est passé de 17 000 à 6 000 € par an. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence significative, mais évidemment, ça demande tout d'un coup de se réadapter, de changer de pratique, de revoir son modèle économique, et ce, dans l'urgence, par des budgets qui ont été revus malheureusement à la baisse.
Pourquoi ces mesures environnementales et climatiques sont importantes pour la biodiversité ? Dans le cas de mon agriculteur du parc naturel régional de Millevaches, ça permet le maintien de prairies humides et le maintien de paysages en lande, en fait, qui sont des paysages super favorables à la biodiversité, puisque l'agriculture peut être l'allié numéro 1 de la biodiversité en réalité. Et donc, maintenir ces pratiques, évidemment, appelle à se dire que les rendements par rapport à d'autres modèles vont pouvoir être moins importants, et donc les MAEC viennent compenser la perte de rendement. Donc, baisser le budget des MAEC, ça revient à aller en arrière par rapport à ce que nous devons faire pour la transition agroécologique. C'est pour cela que nous insistons dans le rapport sur ces MAEC et sur les budgets mis pour ces mesures agri-environnementales et climatiques. Nous devons revoir les budgets. Nous conseillons de les doubler par rapport à ce que c'était dans le plan initial pour avoir vraiment une transition et accompagner ces élevages extensifs prairiaux qui sont vraiment favorables au maintien de la biodiversité. Sur l'agriculture biologique, Hubert l'a rappelé, l'agriculture biologique, c'est évidemment un modèle très vertueux pour la préservation de la biodiversité. Aujourd'hui, nos agriculteurs biologiques ont un sentiment d'abandon par rapport aux politiques publiques, par rapport aux baisses de budget qui ont été faites dans les dernières années. Le soutien à l'agriculture biologique dans nos politiques publiques est résiduel. Via l'éco-régime et la traduction dans le plan stratégique national français des aides PAC, on est à une somme inférieure à 100 € par hectare, donc une somme relativement basse. On a des budgets régionaux parfois contraints, et ce sont des filières entières qui sont mises en danger aujourd'hui. Des filières qu'on avait réussi à construire année après année. C'est un agriculteur en Limousin, notamment Jérôme Keller, qui nous dit à quel point aujourd'hui ça l'impacte pour aller trouver des coopératives, pour aller trouver des débouchés, pour aller trouver des revendeurs, en fait, qui jusqu'alors s'étaient construits dans l'écosystème agriculture biologique, qui est mise en danger par la chute du marché biologique que l'on connaît aujourd'hui. Donc nous recommandons d'augmenter dans le plan stratégique national français, sur lequel nous avons de la marge au niveau gouvernemental français, je le rappelle, augmenter la part de l'éco-régime au sein des aides PAC et soutenir davantage ces filières qui se sont construites autour de l'agriculture biologique, mais plus largement autour de l'agriculture en réseau local, donc soutenir les filières AMAP, Association de maintien à l'agriculture paysanne, et les réseaux de magasins de producteurs. Alors, en conclusion, et avant qu'on en vienne aux questions, je voulais dire que l'un de nos principaux enjeux aujourd'hui, il est celui d'installer des agriculteurs nombreux. Puisque nous avons, d'ici à 2030, un enjeu majeur, c'est que 50% de nos agriculteurs partent à la retraite. Et ce qu'on a montré dans notre mission, c'est que des exploitations à taille humaine et des paysans nombreux sur les terres, ça fait qu'on peut engendrer un cercle vertueux avec l'environnement, donc à la fois engager une transition écologique, bien sûr pour cela il faut des politiques publiques qui appuient, et à la fois avoir des exploitations économiquement résilientes. Donc pour engager cette transition et pour installer des agriculteurs nombreux, j'en appelle aussi à ce qu'on ait une loi d'orientation et d'avenir agricole qui arrive bientôt et qui soit conséquente justement pour aider à fixer des prix planchers, c'est ce que je disais en introduction. Et nous avons proposé d'autres mesures également par rapport à l'installation. Je voudrais notamment mettre en avant la mesure concernant les dotations jeunes agriculteurs, qui aujourd'hui sont limitées en fonction de l'âge auquel vous vous installez. Nous proposons de supprimer la limite d'âge d'installation pour pouvoir toucher cette DJA. Aujourd'hui, nous avons besoin de tout le monde, nous avons besoin de tout porteur de projet pour répondre à la question de la transition et à la question du renouvellement générationnel. Donc, toute personne porteuse de projet agricole doit pouvoir être aidée et bénéficier de la DJA, dotation jeunes agriculteurs. Nous devons également faire en sorte que des femmes s'installent. Aujourd'hui, les femmes sont très minoritaires en agriculture et rencontrent souvent plus de freins que les hommes durant leur parcours d'installation, ce qui fait qu'on a
très peu de femmes qui s'installent à la fin. Donc l'une de nos recommandations, c'est aussi de soutenir leurs installations, surtout que la plupart des femmes qui s'engagent en agriculture, ces statistiques portent des projets justement qui sont plus vertueux, souvent plus tournés vers des filières locales, plus tournées vers la création de liens sociaux dont l'agriculture peut être à l'origine. Et enfin, la question de l'accessibilité à la terre, qui est évidemment également au centre de l'installation, mais qui est également au centre de la transition écologique. C'est que demain, si on a des méga fermes partout, et le triptyque robotique, génétique, numérique qui peut être mis en avant parfois, eh bien on a donc ces fameux robots qui feraient de l'agriculture de précision sur nos terres, qui devraient passer pour analyser plan par plan combien on met d'eau et combien on met de pesticides, et donc qui seraient sobres. Évidemment, dans le rapport, on a montré que ce n'était pas du tout sobre. En réalité, les scientifiques nous ont dit, mais énergétiquement, c'est une perte monstre. Et en termes de biodiversité, vous devez uniformiser les paysages, enlever les haies, et finalement, vous revenez complètement en arrière. Donc, on a vraiment besoin de paysans. On n'a pas besoin de remplacer les paysans par du machinisme. Donc, par rapport à ça, l'accessibilité à la terre, c'est une question centrale parce qu'on n'a pas besoin de méga fermes avec très peu d'agriculteurs. On a besoin de fermes à taille humaine, à taille familiale, avec beaucoup d'agriculteurs qui s'installent. Et je crois que, en tout cas, chez moi en Limousin, je sais que la première difficulté aujourd'hui, c'est pas forcément de trouver une terre, c'est de trouver un porteur de projet avant tout, parce que les gens malheureusement ne veulent plus s'engager en agriculture. Donc on a besoin de revaloriser ce métier, de remettre en avant ce qu'il nous apporte. Et justement, je crois aussi qu'on a montré par rapport à ce projet l'importance que jouait notre agriculture, parce que ça peut être un levier majeur justement dans la transition écologique, et un levier majeur pour accompagner la biodiversité et pour enrayer la chute de biodiversité, parce qu'on a une très bonne résilience dans les milieux agricoles, et que dès qu'on met en place certaines pratiques vertueuses, la biodiversité revient très vite. Donc demain, les agriculteurs seront nos premiers alliés sur ces questions. Merci. Nous en venons aux orateurs des groupes. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Huguette Tiegna. Merci, Monsieur le Président. Merci à Madame et Monsieur les rapporteurs. La lutte contre l'effondrement du vivant est l'un des défis que nous devons relever. C'est l'un des défis les plus urgents et les plus difficiles, comme l'a rappelé Madame la Présidente. Selon le Fonds mondial pour la nature, 68% des espèces de vertébrés ont disparu entre les années 1970 et 2016, et le réchauffement climatique risque de conduire à accentuer encore cette tendance. Or, l'agriculture constitue une des réponses possibles à ces fléaux. Les agriculteurs sont les premiers témoins de cette érosion, mais en sont également les premières victimes, car 75% des cultures en Europe dépendent, par exemple, aux insectes pollinisateurs. La transition environnementale du secteur est aujourd'hui résolument engagée grâce, entre autres, aux politiques menées au niveau européen avec les différentes réformes de la politique agricole commune. Si le groupe Renaissance partage pleinement les bilans d'une érosion de la biodiversité et la nécessité de poursuivre l'accompagnement des agriculteurs engagés dans cette transition environnementale, nous tenons quand même à signaler que certaines des recommandations émises par les rapporteurs nous paraissent inadaptées à la situation difficile que traversent les agriculteurs. C'est notamment le cas de la proposition d'un moratoire de 10 ans concernant les méga-bassines, alors que la recrudescence de la fréquence des sécheresses explose de nombreuses exploitations à des pertes considérables. Il nous paraît préférable de se placer dans une démarche d'accompagnement de nos agriculteurs, notamment en récompensant davantage les bonnes pratiques qui ne se traduisent pas toujours par une amélioration de la rentabilité des exploitations. Et enfin, le contexte actuel avec le mouvement des agriculteurs nous rappelle que la transition agricole du secteur
que la transition écologique du secteur agricole repose aussi sur les coopératives et la loi sur l'avenir agricole viendra bien sûr en soutien. Merci. Merci pour le groupe Rassemblement National. La parole est à Joris Bové. Merci Monsieur le Président. Nous tenons tout d'abord à saluer le travail accompli pour ce rapport qui met en lumière la crise de la biodiversité, soulignant l'absence d'actions concrètes. Nous reconnaissons les avantages de l'agroécologie et des pratiques basées sur la nature, mais il est impératif de replacer l'agriculteur au cœur du processus. Actuellement, Bruxelles occupe cette position, imposant des règles sans garantir la viabilité économique des entreprises agricoles. Nous nous réjouissons que ce rapport intègre des propositions de Marine Le Pen comme l'établissement de prix planchers, la sortie des traités de libre-échange ou un plan de soutien à l'agriculture biologique. Concernant les traités de libre-échange, importer des produits issus de pratiques destructrices revient à importer la destruction de la biodiversité. Et c'est ça aussi la concurrence déloyale. Malgré le rejet dans l'opinion de tous ces traités, leur signature persiste. La présidente l'a d'ailleurs écrit, les traités actuels n'ont aucun sens. C'est vrai, ils n'ont aucun sens comme vos votes au Parlement européen en leur faveur. Il est crucial de reconnaître la grogne des agriculteurs exprimant leur colère face aux technocrates qui imposent des méthodes de travail. La Cour des comptes européenne souligne que la PAC n'a pas réduit l'impact de la biodiversité. Elle n'a visiblement pas réduit non plus la souffrance des agriculteurs. Si nous aspirons à des politiques en faveur de la biodiversité, nous devons comprendre que rien ne fonctionnera tant que les agriculteurs ne pourront pas vivre dignement de leur travail. Je vous remercie. Merci pour le groupe La France Insoumise NUPES. La parole est à Loïc Prudhomme. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Juste, voilà. Ça marche. Merci, Monsieur le Président, Madame la co-rapporteure, Monsieur le co-rapporteur. Merci pour ce rapport riche et qui, de fait, tombe à pic dans l'actualité. On entend par ailleurs ces derniers jours qu'il y a trop de normes qui pèsent sur les agriculteurs, mais de quelles normes parle-t-on? Les normes sont environnementales, sanitaires, économiques. Elles protègent en premier lieu les agriculteurs eux-mêmes, les consommateurs et l'environnement. Par ailleurs, les lois sont elles-mêmes normatives. Exemple, la loi Egalim mal appliquée, qui devrait être favorable aux petits agriculteurs sur notamment le sujet central du prix payé. On voit notamment la mobilisation sur le prix du lait avec une confrontation avec Lactalis qui refuse la demande de revalorisation du prix du lait formulée par les éleveurs. Ces normes sanitaires sont parfois poussées elles-mêmes par des gros agriculteurs industriels pour saper les petits. CF, la grippe aviaire, claustration des volailles, qui favorise l'élevage industriel et condamne les éleveurs de plein air, ou encore la gestion de la tuberculose inadaptée aux contraintes des élevages et qui permet par exemple à l'entreprise Bigard de racheter des carcasses pour une misère. Ou bien elles sont négociées, comme la hausse de prix du GNR dont se plaignent les manifestants, par la direction de la FNSEA, qui l'a validé cet été, en contrepartie d'une modification des règles d'imposition des plus-values agricoles, ce qui favorise les plus gros propriétaires. La norme qui régit l'agriculture française, c'est l'ouverture aux marchés internationaux imposée par des traités de libre-échange successifs. Plutôt que protéger l'agriculture française des marchés mondiaux, la norme, c'est la cogestion du gouvernement avec la FNSEA, ou plutôt devrais-je dire du gouvernement et du groupe Avril, qui depuis des décennies nivellent par le bas. Moins d'agriculteurs, moins de qualité, plus de pesticides, plus d'endettement, pour réduire les coûts de production dans une bourse perdue d'avance, et au détriment des vrais agriculteurs, y compris ceux des FDSEA. Le rapport présenté aujourd'hui conforte sa pertinence dans l'actualité. Proposition de fin des traités de libre-échange, de prix plancher, accompagnement par des politiques publiques ciblées pour sauver l'agriculture et la biodiversité, indispensable à sa pérennité. Je vous remercie. Merci pour le groupe Les Républicains. La parole est à Jean-Yves Bonny. Merci, Monsieur le Président. Madame et Monsieur les rapporteurs, voilà un rapport qui tombe à pic, puisque le sujet de la transition agricole est directement au cœur des manifestations conduites par la profession contre le pacte vert européen, l'accumulation de normes et la baisse du revenu des paysans. Leur colère est légitime. Non seulement on plombe leur activité avec toujours plus de contraintes environnementales, mais on les livre à une concurrence injuste avec des pays qui ne respectent pas les standards de production qu'on leur impose. Si un moratoire n'est pas acté rapidement, c'est vers un modèle de décroissance ne protégeant ni le revenu des agriculteurs, ni le pouvoir d'achat des Français, avec une place toujours plus importante accordée aux importations.
Malgré un ton relativement bienveillant, votre rapport laisse parfois à penser que l'agriculture serait le principal ennemi de la nature. C'est pourtant souvent l'inverse. Prenez le Cantal, une terre d'élevage où chaque vache dispose de l'équivalent d'un terrain de foot. Les pratiques qu'on qualifie d'agroécologiques, comme l'élevage extensif, les prairies herbagères ou le pastoralisme, y sont connus de longue date. Et sans cette agriculture, les départements herbagers du Grand Massif central ne seront plus que de vastes friches sans vie. On peut toujours regretter les travers de l'agriculture productiviste, mais il n'empêche que celle-ci a permis la simplification du travail des agriculteurs et l'élévation sans précédent du niveau de vie qu'a connu notre pays durant les 30 Glorieuses. Et c'est aussi celle-ci qui a permis à notre pays d'assurer la souveraineté alimentaire. Tous les agriculteurs sont conscients qu'ils doivent évoluer, ils font déjà des efforts et sont prêts à en faire plus, mais il leur faut des solutions et un accompagnement. Ce qu'ils réclament, ce n'est pas d'être subventionnés, mais de vivre de leur travail et d'avoir un cadre réglementaire plus simple et une administration plus aidante, plus compréhensive. C'est pourquoi nous redoutons la conversion massive du bio que vous préconisez, tant l'absence de demande des Français ne lui garantit pas de modèle économique viable, comme le montrent les déconversions actuelles en cours. Il écarte un peu vite les solutions fondées sur la science, la recherche et l'innovation, au-delà d'un retour à la nature et à quelques pratiques ancestrales. Merci. Merci. Pour le groupe démocrate, modem et indépendant, la parole est à Éric Martineau. Mais il va de soi que si M. Bonny veut reprendre la parole dans un second temps, à travers notamment une question, il pourra le faire. Monsieur Martineau, la parole est à vous et on vous souhaite la bienvenue dans notre commission. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs. Oui, je tiens à saluer votre rapport et surtout, et aussi saluer le travail de nos agriculteurs. Il ne s'agit pas uniquement de les saluer et les encourager lorsque ça va mal et ce qu'ils sont dans la rue. Et je pense que si on veut aussi développer notre biodiversité et l'améliorer, c'est aussi les encourager et arrêter l'agribashing, toujours. Je m'interroge aussi sur le fait de vouloir toujours limiter à l'agriculture biologique. Donc, ne serait-il pas mieux de renforcer la communication sur les autres labels, type HVE, et mieux communiquer sur ces exigences pour ces labels? Donc, voilà, j'ai une intervention courte, mais merci. Merci, chers collègues. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Chantal Jourdan. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, je tiens tout d'abord à vous remercier pour le travail riche que vous avez mené sur les dynamiques de la biodiversité dans les paysages agricoles et l'évaluation des politiques publiques associées. En préambule, vous revenez sur un constat qui doit être rappelé. L'agriculture intensive a un impact important sur la biodiversité et l'ensemble de nos ressources, air, eau, sol. Ce modèle, survenu en l'espace d'une génération, se donnait pour objectif de répondre aux besoins alimentaires. C'était sans compter sur les dégâts collatéraux sanitaires qui sont maintenant identifiés. Hors de question d'accuser une profession, mais par contre d'interroger un modèle productiviste, agro-industriel et chimique qui provoque épuisement de nos ressources et malaises sociaux. Aujourd'hui, nous connaissons l'impact des pesticides sur la biodiversité et sur la santé humaine. La loi d'avenir pour l'agriculture de 2014 a inscrit le tournant agroécologique nécessaire pour changer la donne. À cette fin, nous connaissons les alternatives. Votre rapport démontre que les solutions existent et résident dans de nombreuses façons de produire en se référant aux connaissances agronomiques et notamment aux services rendus par la nature. Il s'agit de s'appuyer sur la biodiversité, sur la restauration des écosystèmes pour engendrer un nouveau modèle productif, vertueux. Ce travail fait écho aussi à la commission d'enquête de Dominique Potier sur les causes de l'incapacité de la France à atteindre les objectifs de réduction de l'usage des produits phytosanitaires, dans lequel il met en évidence l'indigence du portage interministériel des plans éco-phyto et le gaspillage des fonds publics. Au fond, au moment où les agriculteurs manifestent leur colère face à des phénomènes résultant de politiques ultralibérales, il est urgent de préciser le cap agroécologique à suivre et de prévoir un solide accompagnement de la profession. Nous considérons que l'Europe doit rester l'échelle du changement et nous approuvons vos propositions en ce sens. Le Green Deal doit absolument être renforcé et il doit y avoir bien sûr de fortes mesures de régulation. Une question.
Vous faites des recommandations différenciées sur certains points. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces divergences et concernent-elles des appréciations différentes sur les objectifs à atteindre ou éventuellement sur les méthodes de progression? Merci à vous. Merci. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Marie Pochon. Merci, Monsieur le Président, Messieurs, Dames les rapporteurs, Madame la Présidente. Où sont passés les oiseaux? C'est sans doute l'une des questions qui ont animé votre mission d'information et les constats implacables qu'elle vient dramatiquement, une nouvelle fois, poser. Celui de 60% des oiseaux des champs qui ont disparu ces 40 dernières années, celui de l'hécatombe du vivant partout, mais également dans les paysages agricoles. Aussi, je voulais remercier les deux rapporteurs pour leur travail sur ce sujet si capital et saluer la très grande qualité de leur rapport. Les causes de l'effondrement de la biodiversité sont connues. Selon les rapports du CNRS cités par monsieur le rapporteur, l'artificialisation des sols, la segmentation des espaces naturels et aussi l'intensification des pratiques agricoles. L'effondrement du vivant, cela a été dit par madame la rapporteure, c'est aussi la cause d'une perte croissante de rendement. Et donc là se joue la possibilité même de produire demain. Dans cette dynamique, ne nous y trompons pas, la majorité des paysans et paysannes ont très peu de marge de manœuvre en étant pris en étau entre les charges contraintes, la concurrence internationale, les prix tirés vers le bas par l'industrie agroalimentaire qui les empêche de tirer un revenu digne de leur production. Les pratiques agricoles en agroécologie, plus vertueuses, demandent plus de temps, plus de main-d'œuvre et quand les difficultés financières s'accumulent, ce n'est pas gérable. Il faut en faire une priorité en termes budgétaires et d'accompagnement. L'actualité nous le rappelle de manière encore criante cette semaine, le modèle agricole dominant ne fonctionne plus, ni pour les agriculteurs et agricultrices, ni pour leurs revenus, ni pour la biodiversité, ni pour notre souveraineté alimentaire au vu de notre balance commerciale. J'ai donc plusieurs questions sur les propositions que vous en tirez. Selon l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, les subventions dommageables à la biodiversité de l'État et de l'Union européenne représentent un montant 4,4 fois supérieur à celui de leurs dépenses favorables. Quels sont les blocages dans la réorientation de ces dépenses publiques et vers quoi les réorienter, à votre avis? Deuxième question, on entend beaucoup présenter pour tirer un complément de revenu l'agrivoltaïsme comme une solution pour les agriculteurs. Avez-vous pu étudier son impact sur la biodiversité, mais également sur la transmission des exploitations? Et enfin, vous nous parlez de vos espoirs et vos propositions sur la loi d'orientation agricole. Avez-vous des commentaires à faire sur la disparition de tout le volet résilience climatique de ce projet de loi? Et avez-vous pu en échanger avec les services du ministère? Je vous remercie. Merci. Et enfin, pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, la parole est à Guy Bricout. Merci Monsieur le Président. Félicitations aux rapporteurs pour ce rapport, fruit notamment d'un beau travail de terrain. Alors c'est un sujet particulièrement important, tant nous devons absolument réussir à conserver notre agriculture pour plus de compétitivité possible, et en même temps préserver nos paysages, notre faune, notre flore, fortement impactés ces dernières décennies par les choix des rendements faits envers et contre tout. Parmi vos déplacements sur le terrain, quels sont les exemples particulièrement vertueux dans l'agriculture qui ont retenu votre attention? Il apparaît que l'agriculture est encore trop souvent stigmatisée. Il me semble que beaucoup de nos concitoyens n'ont pas encore pleinement conscience des efforts faits par beaucoup d'agriculteurs pour notamment une meilleure résilience. Qu'en pensez-vous? Ne faudrait-il pas plus communiquer sur le sujet, mettre ces modèles vertueux plus en avant? Comment analysez-vous les moyens nécessaires, tant financiers que techniques, aux reconversions des cultures, maraîchage, culture des fruits et légumes, pour lesquels notre balance commerciale est fortement déficitaire? Par ailleurs, vous avez parlé de la protection des haies. Elle relève de plusieurs réglementations et est territorialisée. N'est-elle pas ainsi trop complexe à suivre et à mettre en œuvre? Toujours à propos des haies, un rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux préconisait en avril dernier de renforcer la connaissance de la haie, en particulier par une formation de techniciens, mais aussi des agriculteurs qui entretiennent les haies, et d'accompagner en particulier l'État, le déploiement et la gestion durable des haies dans les territoires. Comment analysez-vous l'impulsion de la PAC 2023-2027? Est-elle suffisante? Donne-t-elle réellement les moyens nécessaires à l'accompagnement de notre pays vers une agriculture à la fois compétitive et préservant les paysages et la biodiversité? Et enfin, pour finir, j'aimerais évoquer le site de la SAFER qui m'a quelque peu surpris. Dans ses objectifs, la SAFER indique, je cite, « Pour dynamiser l'agriculture et la forêt, vouloir restructurer et agrandir les exploitations agricoles et forestières en recherchant des performances économiques et environnementales,
Cela semble aller totalement à contre-courant de tout ce que la biodiversité réclame. Merci. Merci. Merci, monsieur Guy Bricout. Ce que je vous propose, c'est que nos co-rapporteurs puissent vous faire une réponse en bonne uniforme. Et puis, nous aurons un certain nombre de questions, 5-6 questions, d'ores et déjà. Je vais me permettre de commencer et je vais prendre quelques-unes des questions qui nous ont été posées par l'une ou l'autre d'entre vous. Je vais commencer par Madame Tiegna. Vous avez ciblé une des recommandations, le moratoire de 10 ans pour les bassines, pour les méga-bassines. Donc c'est un des points sur lesquels nous avons une approche différente. Je ne nie pas que la méga-bassine interroge sur la compatibilité avec l'idée qu'on se fait de l'approvisionnement en eau le plus naturel possible, le plus logique possible du point de vue simplement du cycle de l'eau. Mais l'urgence de la crise climatique nous apporte là une solution au moins transitoire. Je pense que les 10 ans, c'est peut-être les 10 ans d'expérience nécessaires pour trouver une solution qui soit, elle, plus durable et peut-être plus logique eu égard à un certain nombre de considérations d'ordre compatibilité avec les écosystèmes, avec les potentialités de l'espace cultivé et de l'espace global. Donc évidemment, c'est un sujet qui clive, qui pose question, mais je pense que c'est une manière de dire au monde agricole, on est à vos côtés et on ne vous laissera pas tomber quand il y a des difficultés criantes. Même si on peut percevoir ça de manière différente, je ne suis pas de ceux qui trouvent fantastique la solution, mais c'est une solution au moins transitoire. Donc ça, c'est pour préciser les choses sur ce sujet. Ensuite, j'ai bien écouté M. Bonny, et il me semble que votre diagnostic, votre point de vue converge au moins à 90% avec le vôtre, peut-être 95%. Et en tous les cas, ce que vous dites est très juste. Focalise sur un point fondamental, c'est que les magnifiques paysages agricoles, quand je dis magnifiques, c'est que la perception humaine est généralement accompagnée d'une réalité scientifique. Ce qui est beau est riche au point de vue du potentiel naturel. Et vous avez souligné la vertu des élevages, mais ces paysages que vous avez décrits sont la résultante de longues histoires d'éleveurs qui progressent avec une temporalité qui permet d'être accompagné par l'évolution naturelle des choses. Donc on n'a pas de brutalité vis-à-vis des écosystèmes, vis-à-vis de la richesse en biodiversité. Et c'est bien la grande vertu de notre agriculture française traditionnelle, qui dure depuis des siècles et qui évolue malgré tout, parce que nous avons changé de monde, mais qui évolue avec le souci permanent d'être en adéquation avec les potentiels du milieu. Ça, il faut le soulever, parce que c'est la caractéristique de l'agriculture française, et notamment de nos éleveurs, surtout quand ils sont en territoire accidenté, où il est difficile de vivre. Ils se posent les bonnes questions, ils apportent des réponses qui correspondent à ce que fournit le progrès technique, le progrès scientifique et technologique, mais toujours dans la pondération par rapport à l'équilibre avec l'environnement. On recherche des solutions et on continue de produire un paysage riche en biodiversité. Il faut saluer ça et vous avez 1000 fois raison. Voilà. Donc je pense que c'est important de le dire parce que la biodiversité française est due à une part absolument surprenante de l'activité humaine qui dure depuis 10 000 ans. 10 000 ans, c'est l'époque où on a commencé à déforester pour pratiquer le pastoralisme. Depuis, on a ce qu'on appelle des milieux ouverts, qui ne sont pas la résultante de l'équilibre climatique, et donc l'aboutissement qu'on dit climatique. C'est un équilibre qui prend en compte la dynamique de la nature et l'activité humaine récurrente. C'est la force de l'agriculture française, c'est d'avoir créé un potentiel de biodiversité supérieur à ce qu'il serait s'il n'y avait que de la nature spontanée. Et c'est cela que nous avons le devoir de protéger et de faire durer. Et l'agriculteur est essentiel. Mais ce n'est pas avec une réduction massive de la population des agriculteurs qu'on y arrivera. Ça, il faut en avoir conscience aussi. Il faut recréer des conditions pour que des installations, des réinstallations et une population nouvelle d'agriculteurs se redéploient. Je vous dis tout ça parce que je suis moi-même
petit-fils d'agriculteur, tous les 4 grands-parents étaient agriculteurs, ont vécu de ça. Je suis né là-dedans et je sais la difficulté de la vie de ces gens à l'époque où c'était le cas. Je sais aussi l'évolution, je comprends ce qui s'est passé. Maintenant, on a un regard global avec le recul, on cherche des solutions pour retrouver un équilibre plus vertueux. C'est la seule question qu'il faut se poser et on y arrivera tous avec des convergences. Et le point qu'a soulevé M. Martineau, très important aussi, vous avez soulevé la question du bio, la certification bio, c'est quelque chose d'extrêmement rigoureux et qui apporte des garanties aux consommateurs et qui montre un bilan très positif sur le déploiement de la biodiversité en milieu cultivé. Ça, il faut le dire parce que c'est la réalité. Par contre, on a rajouté, et là c'est peut-être aussi une des différences d'approche, on a rajouté depuis un certain nombre de labels, dont le fameux label HVE, Haute Valeur Environnementale. Que dire à propos de ce label ? Je pense que le principal problème réside dans la confusion qu'il peut entraîner dans la lecture que fait l'opinion, que fait le consommateur, parce que haute valeur environnementale peut sembler très très ambitieux et peut poser la question de la pertinence de l'agriculture biologique quand on s'en tient à la force des mots. La réalité du terrain n'est pas tout à fait la même, mais ce qui est important de retenir, c'est que grâce au label HVE, haute valeur environnementale, concrètement, quand on connaît la situation sur le terrain, ce que je connais bien dans le vignoble alsacien particulièrement, vignoble alsacien, je vous rappelle, 100% HVE, 30% bio. Vous ne trouverez pas un vignoble en France qui présente ces chiffres, aussi bien le premier que le deuxième. Vous ne trouverez pas. Et quand on voit cette évolution, on voit ce que j'ai pu photographier, que je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire le retour de la biodiversité dans les milieux. Et c'est vrai autant pour l'agriculture biologique que pour le HVE. Le HVE est moins performant pour le retour de la biodiversité, il faut le dire, mais nous a préservé des infrastructures agroécologiques héritées du passé. Quand dans un vignoble, vous avez un patrimoine qui nous a été laissé par les anciens, du type muret de pierre sèche, si vous voulez, des organisations en pierre qui empêchent l'érosion des sols, qui coupent la force de l'eau lorsqu'elle descend le long des pentes, eh bien, ces opportunités d'ouvrage sont saisies par le vivant, les petites bêtes, les petites plantes. Donc on multiplie l'accueil d'une diversité potentielle libre et spontanée. C'est indéniable, c'est parlant quand on est sur le terrain. Et tout cela a pu être préservé dans le cadre de ce label HVE et de façon intégrale lors des 20 dernières années en Alsace. Ça, je suis obligé de le dire parce que c'est la vérité. Donc j'en ai beaucoup de reconnaissance pour le monde viticole alsacien. Et tout le monde viticole français d'ailleurs, parce que le principe est le même. Il faut constater aussi que grâce au label HVE, tout le monde s'est mis à l'enherbement. Tout le monde. On est passé de sols nus à des sols enherbés. Donc, vous passez de rien sur le sol à une multiplicité de plantes, surtout qu'aujourd'hui, il y a des expériences de terrain, des travaux scientifiques qui associent les agriculteurs, les viticulteurs en l'occurrence, pour tenter des réimplantations de cortèges floraux qui correspondent exactement aux conditions climatiques et pédologiques du lieu. Donc les viticulteurs sont engagés fortement dans la recherche de cet équilibre par la biodiversité. Et avec les services écosystémiques que cela rend, c'est-à-dire une meilleure rétention d'eau, un arrêt des érosions qui menacent les cultures, et une fertilité accrue, un équilibre entre les plantes de service et les plantes de production, toutes ces choses qui ne sont pas forcément perceptibles lorsqu'on n'a pas plongé dans la problématique, mais qui sont très performantes. Et elles sont adoptées par l'ensemble des viticulteurs sur ce territoire que j'ai décrit, tout simplement parce que les résultats sont évidents. Donc on a, en l'occurrence, de beaux exemples pour dire qu'avec la biodiversité, on peut construire une logique et un modèle agricole qui est rudement intéressant dans ce contexte de crise climatique et de crise tout court, où on ne sait pas exactement où l'avenir nous mène, mais avec le vivant, on se serre les coudes.
c'est plus efficace. Et je terminerai avec les MAEC. Je crois que c'est M. Bricou qui a évoqué la question des MAEC. Alors, je peux vous dire qu'on a des bonnes nouvelles parce que le gouvernement va nous proposer un renforcement des aides aux MAEC. Et les MAEC, évidemment, c'est un outil fondamental pour accompagner notamment les éleveurs. Les éleveurs, je prends le cas des Vosges, où l'intégralité des élevages se fait avec un fourrage qui est produit sur place. Donc on a cette association culturelle avec l'élevage qui, elle, de fait, est très vertueuse pour le maintien et le déploiement de la biodiversité en milieu cultivé et pour nous proposer des paysages riches. Et vous avez soulevé, M. Bricou, la question de la haie. Évidemment, la haie, c'est une évolution très positive de nos paysages. C'est aussi quelquefois le maintien de paysages hérités du passé. Tout cela, il faut y travailler. Et là aussi, le gouvernement s'en est emparé avec le plan haie. Il faudra l'accompagner, le rendre concret sur le territoire et travailler sérieusement avec nos partenaires, ceux qui s'engagent, notamment les agriculteurs. Je sais qu'il y a 110 millions d'euros qui sont prévus dans ce plan haie. Eh bien, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut se mettre au travail. Madame la co-rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos différentes interventions. Madame Tiegna, alors sur les méga-bassines, je vais vous répondre puisque c'est effectivement une recommandation que je porte seule. Déjà, je voulais préciser que j'avais trouvé relativement cocasse pendant les auditions, puisqu'on a effectivement auditionné le ministère de l'Agriculture pour l'occasion de cette mission d'information. Et à l'époque où la LOA devait être un peu plus grosse que ce qu'elle n'est actuellement, il devait y avoir la question potentiellement d'inscrire les méga-bassines en, vous savez, le nouveau dispositif magique de raison impérative d'intérêt public majeur, pour permettre justement de limiter les études d'impact, biodiversité, etc., pour pouvoir faire des bassines. Donc j'avais demandé en quoi ça leur paraissait raisonnable en termes de biodiversité et d'intérêt public majeur en termes environnemental. Et on m'avait répondu que les bassines étaient d'intérêt public majeur pour l'environnement parce que l'eau stockée pouvait être réinjectée dans les milieux aquatiques en temps de crise. Donc c'est vraiment méconnaître le fonctionnement d'un écosystème aquatique, puisque en réalité elle est puisée dans les réserves naturelles d'eau et finalement assécher au fur et à mesure les zones humides pour réinjecter l'eau ensuite. C'est vraiment aberrant et méconnaître les écosystèmes et leur fonctionnement aquatique. Donc bien sûr qu'en termes de réserve d'eau et en termes de risque que cela représente pour les zones humides, pour le maintien des milieux en bon état pour la biodiversité, mais également, je ne parlerai même pas de l'accumulation des cyanobactéries dans ces bassines qui posent aussi des problèmes biodiversité. Bien sûr, également la mise en danger des terres agricoles, parce que ça grignote des terres, ça mène à l'artificialisation des sols, qui est l'une des premières causes d'effondrement de la biodiversité. C'est pour cela qu'un moratoire de 10 ans permettant au moins d'aboutir à un consensus scientifique autour de ces questions est l'une des recommandations du rapport. Et sur les questions, donc vous parliez de la LOA, mais vous avez été plusieurs à nous interroger sur la LOA et notre avis par rapport à la loi d'orientation et d'avenir agricole qui est censée arriver depuis plusieurs mois maintenant. Eh bien, nous l'appelons de nos voeux et nous l'appelons pour qu'elle soit en réalité conséquente. Les premiers projets qu'on a eus sont quand même relativement restreints par rapport à l'immensité de l'enjeu qui est face à nous, à savoir que 50% des agriculteurs partent à la retraite d'ici à 2030. Nous avons besoin d'une loi d'orientation qui pousse à l'installation massive d'agriculteurs, et ça passe d'abord et avant tout par la revalorisation du métier, par un revenu digne, et donc, je le redis, par des prix planchers assurés pour nos agriculteurs et la fin des traités de libre-échange qui les mettent en concurrence déloyale. Monsieur Beauvais est parti, je crois. Mais je voulais lui répondre rapidement par rapport à l'Europe
et par rapport à la PAC, donc la politique d'agricole commune, qui est un mécanisme européen, qui, il me semble, partait d'une bonne idée au départ. Est-ce qu'on doit toujours pointer du doigt finalement ce qui ne fonctionne pas au niveau de l'Europe, comme le Rassemblement national a tendance à le faire, mais la politique agricole commune repose sur le principe que non seulement on a besoin de rémunérer nos agriculteurs, mais on a besoin de prix accessibles pour l'alimentation pour nos concitoyens. Et la PAC est censée jouer ce rôle justement d'aller chercher une forme d'impôt pour redistribuer finalement à nos agriculteurs qui remplissent un service public pour nourrir la population, pour maintenir nos paysages, et ici on le dit pour la biodiversité. Donc c'est un mécanisme d'intérêt en réalité, la PAC. Oui, je parle de service public, madame, parce que je pense que c'est un service que nous devrions reconnaître d'intérêt public. Voilà. Donc la PAC me paraît tout à fait légitime en ce sens. Le problème qu'on a aujourd'hui avec ça, c'est qu'elle a été... son intérêt premier a été perdu, que les piliers ont été transformés, comme vous le savez. Aujourd'hui, on distribue majoritairement à l'hectare plutôt qu'à l'actif. C'est l'une des recommandations du rapport. C'est qu'aujourd'hui, si on veut encourager l'emploi, il nous faut davantage cibler l'actif, donc encourager l'actif dans les exploitations que d'encourager l'agrandissement qui en réalité mène à des méga-fermes finalement, et qui n'encouragent pas ces modèles, par exemple, d'élevage extensif comme je peux avoir chez moi en Limousin, où on est sur des fermes à échelle humaine. Donc la PAC et l'Europe, c'est surtout une question de quelle Europe on veut, et est-ce qu'on veut une Europe qu'on subit ou est-ce qu'on veut une Europe qu'on choisit. Monsieur Prudhomme, contre toute attente, je suis d'accord avec vous, mais vous soulignez un point important, effectivement, qui est que depuis des années et des années, on va vers une logique où on a de moins en moins d'agriculteurs, d'un côté, et de plus en plus de pesticides de l'autre, de plus en plus d'investissements, on demande toujours de plus grosses machines, etc. Mais entre 2010 et 2020, je voudrais quand même souligner qu'on a perdu 100 000 exploitations en France, 100 000 fermes, on compte 100 000 fermes en moins, dont 2/3 d'élevage. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on a concentré justement ces exploitations pour faire des méga-fermes, et que typiquement l'élevage qui est souligné dans le rapport comme étant une vraie chance pour la biodiversité, c'est cet élevage pastoral, c'est cet élevage extensif où on a des prairies humides, etc., qui sont maintenues par des MAEC et qui ont été sabrées complètement par les politiques publiques ces dernières années. Donc oui, on doit revenir à une politique globale où le centre, c'est le paysan, et comment on fait pour en installer le plus possible. Monsieur Boni, je voulais revenir sur, vous avez dit, on dirait que votre rapport dit que l'agriculture est le premier ennemi de la nature. Alors, je voudrais nuancer, parce que oui, non, notre rapport ne dit pas ça. Il dit à la fois que l'agriculture peut être en réalité le meilleur allié de la nature. Il y a des espèces, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, Hubert, mais qui ont coévolué avec l'agriculture. On a des espèces comme le héron garde-bœuf, par exemple, dont le nom est relativement évocateur, qui est associé aux pratiques justement prairiales extensives, donc qui sont fortement liées aux pratiques agricoles extensives, aux races locales, aux variétés locales aussi, qui sont au cœur de notre rapport. Mais certaines pratiques, et là ce n'est pas nous qui le disons en fait, c'est la quarantaine de scientifiques qu'on a auditionnés et qui nous a permis d'aboutir à ce rapport, c'est que les chiffres aujourd'hui montrent que les plus forts impacts pour la biodiversité se trouvent dans les paysages agricoles. Et donc ça veut dire qu'il y a certaines pratiques, les scientifiques pointent du doigt en premier les pesticides, mais je pense que la grande disparition justement de ces modèles d'élevage qui entretenaient un paysage bocager avec les haies dont on a perdu 70% depuis les années 50 ont contribué à la destruction de milieux et donc forcément d'espèces en conséquence. Et c'est pour cela aujourd'hui qu'il faut aussi qu'on se pose la question de cette transition, et que je crois même que les agriculteurs sont les premiers à se la poser,
projet, puisque des collectifs aussi, des associations se mettent en place justement d'agriculteurs qu'on a eu aussi l'occasion de recevoir pour trouver des solutions, mettre en place des dispositifs sur leurs fermes comme des bandes de haies fleuries, etc., pour faire revenir cette nature et refaire venir des auxiliaires naturels qui les protègent des ravageurs. Sur l'accumulation des normes et des contraintes environnementales, ce qu'on a surtout entendu, plutôt qu'accumulation de normes, c'est l'accumulation de l'administratif qui est associé, en fait. Mais ça, c'est valable pour tout dans l'agriculture, c'est-à-dire que au moment où vous vous installez, vous êtes porteur de projet et vous voulez vous installer, vous avez une montagne effectivement administrative à parcourir qui fait qu'au moment de ce parcours, il y a plein de personnes qui reculent parce qu'effectivement on croule sous la paperasse, comme on dit, et effectivement on a vraiment besoin d'une simplification, et je pense que ça doit être l'enjeu aussi de la loi d'orientation et d'avenir agricole, d'une simplification de ce parcours pour qu'on ne perde pas la moitié de nos candidats porteurs de projets en agriculture au moment du passage du porteur d'installation jusqu'au projet qui se réalise. Donc au-delà des normes, je pense que c'est la question de toute l'administration qui est autour, qui n'est pas forcément liée en plus au terrain. Quand vous avez un dossier PAC à remplir mais que ça ne correspond pas du tout aux réalités de terrain parce que ça a été fait par des personnes qui ne connaissent pas l'agriculture, forcément ça complique beaucoup la démarche. Monsieur Martineau, donc Hubert vous a répondu sur l'HVE, je vous réponds, il n'est plus là, bon c'est pas grave. Donc sur l'HVE, effectivement, ça répondra à Madame Jourdan en même temps, puisque c'est effectivement l'une de nos divergences dans le rapport sur la façon dont on perçoit HVE. Donc effectivement, une recommandation qu'on porte ensemble, c'est au moins de faire une campagne de clarification autour de ce label et du fait que les exigences qui sont portées par le label HVE ne sont pas les mêmes que celles portées par l'agriculture biologique. Qu'aujourd'hui, on a pourtant des budgets qui sont quasi alignés sur certains critères PAC et qui, à mon sens, ne se justifient pas parce qu'HVE est beaucoup moins exigeant. C'est un rapport de la Cour des comptes qui l'a montré, c'est un rapport de l'OFB qui l'a montré. Il y a relativement consensus autour de ce sujet-là et pourtant, le consommateur qui voit haute valeur environnementale, on a presque l'impression que c'est mieux que l'agriculture biologique, haute valeur environnementale. Donc, la crise du bio, HVE, fait partie des causes aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on recommande au moins une grosse campagne de communication autour de ce label pour le différencier de l'agriculture biologique et de dire finalement qu'il est beaucoup moins exigeant. Et que de mon côté, je porte la recommandation de conserver les aides pour les agriculteurs qui ont fait des efforts en termes de conservation, donc les aides économiques, les aides financières, en termes de conservation des haies, etc., mais de supprimer la communication et le label en tant que tel pour ne pas créer une concurrence déloyale à l'agriculture biologique et ajouter finalement un écrou supplémentaire dans la roue qui ne tourne plus malheureusement aujourd'hui. Donc Madame Jourdan, voilà, ça répond en partie effectivement à ces questions de divergence. Après, il y a plusieurs points sur lesquels on a pris des positions un petit peu différentes, mais je crois qu'on se retrouve quand même sur l'idée centrale qui est qu'on a besoin d'un maximum d'agriculteurs sur nos terres, qu'on a besoin pour ça de revenir à des exploitations à échelle humaine et que pour cela il faut, je le redis, mais des revenus dignes pour les agriculteurs et qu'on a besoin de revaloriser cette fonction qui en réalité est centrale non seulement pour nous nourrir mais aussi pour nos paysages et donc pour notre biodiversité. Madame Pochon, la question effectivement de l'agrivoltaïsme, malheureusement on n'a pas forcément trop eu le temps de la pousser dans le rapport, donc on l'évoque mais simplement rapidement, mais je crois que c'est effectivement une question qui mériterait une mission d'information à part entière, les impacts que pourrait avoir cet agrivoltaïsme et vers quelle politique on s'engage, parce que aujourd'hui on a finalement peu de recul sur les impacts biodiversité que ça peut avoir, peu de recul sur les impacts que ça peut avoir également
sur les rendements. Et comme on a des agriculteurs, évidemment, qui ont des difficultés financières majeures, et vous parliez de l'accès aux terres et du fait de l'impact que ça pouvait avoir sur la transmission des terres, évidemment, des agriculteurs qui ont des faibles retraites, puisqu'aujourd'hui la retraite agricole, malheureusement, est ridicule, vont pouvoir se tourner vers des promoteurs agrivoltaïques qui vont leur promettre des sommes et finalement une retraite assurée, ce qui peut s'entendre en fait. Mais est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt plutôt à revaloriser cette retraite agricole, parce que je crois que c'est mérité quand on fait 70 heures semaine et qu'on ne prend pas de congé pour une vie dédiée à l'agriculture, plutôt que de se lancer dans quelque chose finalement sur lequel on a peu de recul sur les impacts, sachant qu'on peut quand même d'abord mettre l'accent sur le photovoltaïque sur toiture, et parce qu'on a du gros potentiel en France, hein. Il y a beaucoup d'études de l'ADEME qui le montrent, notamment en Nouvelle-Aquitaine, et qu'aujourd'hui la priorité n'est pas mise sur ce point. Commentaire sur la LOA, j'ai déjà fait, je n'ajoute pas. Et Monsieur Bricou, alors, qui est parti également, mais bon, qui commençait par le plus de compétitivité possible pour notre agriculture. Donc, Monsieur Bricou nous disait, nous souhaitons le plus de compétitivité possible pour notre agriculture. Je crois que c'est pas du tout ce que dit le rapport, j'espère, en tout cas, sinon il a été très mal compris. Je pense qu'au contraire, il faut qu'on sorte notre agriculture de cette logique ultra-libérale de « il faut que vous soyez compétitif par rapport à l'international, etc. » Il faut qu'on pense plutôt souveraineté alimentaire, il faut qu'on pense agriculteurs qui sont capables de vivre dignement de leur travail, et pour ça, on ne va pas aller jouer avec les autres pays pour savoir qui va rapporter le plus. On a la chance en plus en France d'avoir un climat relativement diversifié qui nous permet quand même d'atteindre et de produire des cultures très différentes. Je crois qu'il faut qu'on aille plutôt en ce sens. Et enfin, vous nous demandez des exemples qui marchent sur le terrain. Eh bien, je vous parlerai par exemple de Jérôme Keller, qui est un maraîcher biologique sur ma circonscription en Haute-Vienne, qui lui est en agriculture biologique, mais va un petit peu plus loin, puisqu'il est sur le label biodiversité de la FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, qui est un label qui va réfléchir au-delà de zéro pesticide, mais qui va aussi prendre en compte la présence de haies, la présence de mares, donc de ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques, qui comptent énormément en biodiversité, et surtout pour instaurer ce cercle vertueux finalement qui fait qu'on a sur place des prédateurs naturels de ravageurs, donc par exemple la coccinelle pour le puceron, parce que vous avez mis en place l'environnement qu'il fallait autour et que vous avez eu le temps et les moyens pour le faire. Je parlerai également de Julien qui nous a accueillis sur sa ferme également chez moi en Haute-Vienne, qui est un éleveur ovin, justement sur un modèle prairial extensif avec une centaine de brebis finalement, et qui entretient justement des haies parce qu'il est sur un modèle quasi en autonomie. Plein d'autres exemples que je vous invite à découvrir tout au long du rapport, parce qu'on a quand même mis au cœur justement les témoignages des agriculteurs, parce que c'était l'une de notre première volonté, c'était que ce soit un rapport connecté justement au terrain. Merci, nous en venons aux questions. Première question d'1 minute de Laurence Edelgrière. Merci Monsieur le Président, Madame, Monsieur les co-rapporteurs, mes chers collègues. Je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté à nos paysages ruraux, à l'agriculture et à la biodiversité. Cependant, à la lecture de votre rapport, je m'interroge sur votre écoute réelle de nos agriculteurs. Votre rapport propose plus de 50 recommandations, dont nombre d'entre elles accentuent les exigences vis-à-vis de nos agriculteurs. En résumé, faire petit sans pesticides et surtout sans eau. Aussi, ma question est simple. Avez-vous évalué la faisabilité technique et les surcoûts associés à ces propositions ? Quelles conséquences sur les prix des denrées agricoles, sur les produits finis, sur le coût de la vie des Français? Quelles conséquences sur les revenus des agriculteurs? Qu'en pensent les agriculteurs présents aujourd'hui dans les manifestations? Qui va financer toutes ces exigences? Je vous remercie. Merci. La parole est à Daniel Brulebois. Excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais vous parler de la prairie pâturée,
qui permet de valoriser les surfaces les plus difficiles à cultiver et qui joue un rôle essentiel dans la ressource en eau. Une prairie capte 65 tonnes de CO2 à l'hectare, ce qui en fait un atout majeur pour la lutte contre le réchauffement climatique. Associées aux haies, elles sont les poumons de biodiversité végétale et animale, à l'exemple des prairies de Franche-Comté, citées par le Conservatoire botanique national, qui révèle une richesse spécifique de 1068 espèces, soit 49% de la flore vasculaire régionale. Mais sans animaux herbivores, c'est la fin de ces précieux écosystèmes et biotopes. Vouloir mettre un terme à l'élevage est donc un non-sens pour notre planète. Dans le Jura, les éleveurs et producteurs de comté, un modèle coopératif exemplaire, ont été fortement blessés et choqués par le rapport de la Cour des comptes qui recommande à la France de réduire son cheptel bovin. Pour vous, est-ce une idée utopique et imprudente qui doit être combattue? Et que préconisez-vous au contraire pour encourager le métier d'éleveur, un métier rude, difficile, exigeant et encore insuffisamment rémunérateur dans beaucoup de régions? Merci. La parole est à Sylvain Carrière. Merci Monsieur le Président, Madame et Monsieur les rapporteurs. Tout d'abord, merci pour la qualité de ce rapport. Ça a été dit qu'il est novateur tant il prend les problématiques agricoles à la racine et propose des solutions systémiques et durables. Loin de la politique des pots cassés du gouvernement qui fait aujourd'hui sortir dans la rue à juste titre des milliers d'agriculteurs à bout. Nous sommes en accord avec la majorité des recommandations que vous formulez dans ce rapport et je voudrais revenir notamment sur la 14e, qui assure un revenu minimum aux agriculteurs par la mise en place de prix planchers pour les produits agricoles et l'encadrement des marges des transformateurs et des distributeurs. Ces derniers ont abaissé de 10% la rémunération des agriculteurs en un an, quand dans le même temps, ils ont augmenté leur marge de 71%. Cette mesure, vous le savez, nous l'avons portée en novembre dernier avec mon groupe La France Insoumise. Elle a été refusée à 6 voix près. Il y a urgence, nos paysans doivent pouvoir vivre dignement. Saisissons-nous de ce rapport pour porter cette mesure largement et la remettre au vote du Parlement le plus rapidement possible. Merci. Et enfin, la parole est à Sylvie Ferrer. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, hier, une agricultrice et sa fille de 12 ans sont décédées après avoir été violemment heurtées par une voiture sur un barrage à Pamiers. Mes pensées vont à la famille, au père et mari, toujours dans un état grave. Je leur adresse mes plus sincères condoléances. Chers collègues, je vous remercie pour votre travail d'une très grande qualité. Il propose de réelles solutions à des problèmes qui enflamment l'actualité de nos campagnes. Votre rapport évoque 2 sujets majeurs étroitement liés, l'agriculture et la biodiversité. Certains démagogues ont essayé, essayent et essayeront de les opposer en expliquant que la survie des agriculteurs est impossible si on protège le vivant avec des normes. Pourtant, sur les barrages, des agriculteurs m'ont expliqué leur crainte de voir que l'on casse ces normes pour des produits importés du Canada, de Nouvelle-Zélande ou d'Amérique du Sud. Encore une fois, il semblerait que ce gouvernement ne les entende pas, à croire que les barrages ne sont pas assez grands, que les drames ne sont pas assez terribles. Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, selon vous, peut-on réellement d'une main briser les normes environnementales par des traités de libre-échange et de l'autre aider nos agriculteurs en souffrance aujourd'hui? Je vous remercie. Merci. La parole est à Emmanuel Maquet. Merci, Monsieur le Président. Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues. Alors que le gouvernement accuse un peu trop facilement, me semble-t-il, la grande distribution pour expliquer la crise agricole, il faut se rendre à l'évidence et reconnaître que les exploitations font face à un enjeu de charges trop élevées, donc de baisse de leurs revenus. Alors que la dépendance aux aides de la PAC réduit l'autonomie des agriculteurs en leur donnant la sensation d'être des salariés de Bruxelles, sont-ils plus libres si leur survie dépend des perfusions publiques pour réussir leur conversion au bio? Un modèle de financement par le contribuable et non par le consommateur est-il légitime si celui-ci nous permet d'assumer davantage la souveraineté alimentaire? La généralisation des paiements pour services environnementaux que vous prônez, qui semble aller dans le bon sens, pour récompenser les efforts de verdissement des agriculteurs, ne va-t-elle pas créer de la complexité et des tracasseries supplémentaires? N'aurait-on pas intérêt à dégager des financements alternatifs pour permettre aux agriculteurs de reprendre le contrôle de leur coopérative, dont la financiarisation a largement conduit à une prise de contrôle par de grands groupes étrangers? Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers collègues? Pas d'autres questions? Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer par répondre à Madame Hélène Grière. Je suis un peu surpris par le diagnostic qui est très sévère, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je pense que dans la situation que nous vivons,
il faut savoir être modeste. C'est mon cas, c'est notre cas. Je pense que c'est le cas de tout le monde ici, parce que ne rien faire, c'est ce qu'il y a de pire. On peut se tromper, mais il faut agir. Et je n'ai pas la prétention de penser à moi tout seul, avoir les solutions à tout ce qui se trame aujourd'hui et aux risques que nous prenons si nous ne faisons rien, parce que le vivant, dans sa globalité, est un capital sans lequel l'agriculteur ne peut pas voir son avenir d'une manière positive, d'une manière encourageante et même enthousiasmante. Donc on cherche à apporter des propositions, j'ai bien dit des propositions de réponse, à discuter, à finaliser et à construire, je dirais même à co-construire, aussi bien avec les autorités publiques, avec le gouvernement, mais surtout avec les agriculteurs, leurs représentants, parce que ce que je retiendrai aussi de cette expérience, de cette mission, c'est qu'il n'y a rien de plus passionnant que de parler d'une problématique avec les gens qui la vivent tous les jours, avec les experts qui s'y sont penchés, et ça revient à construire sa propre modestie. Donc on met le doigt sur des problèmes, on ébauche des solutions, on pense qu'elles peuvent être pertinentes, elles ne le sont pas forcément tout le temps. Là aussi, je crois que la modestie nous impose que c'est la situation qui détermine quel est le choix des réponses dans l'éventail de celles qui sont possibles. Et je pense qu'on a un avenir à construire. Il est important, nous qui sommes parlementaires, de savoir nous rassembler autour d'objectifs et d'éviter de faire de la politique politicienne quand on peut poser des actes. Et tout ce qui est important, c'est de progresser et de faire en sorte que l'agriculture française ait des beaux lendemains, parce que je fais partie de ceux qui pensent que c'est un patrimoine essentiel. Et je n'ai rien d'autre comme objectif que de proposer à nos agriculteurs, à nos paysans, un avenir durable. Et ça se fera certainement en conjuguant l'espoir que nous avons pour la préservation de la biodiversité avec celui que nous avons pour une agriculture pérenne et durable. Donc, en ce qui concerne Madame Brulbois, là aussi, les prairies pâturées et les éleveurs, évidemment, il faut encourager l'élevage, surtout celui qui est... Pardon ? Celui qui est vertueux, qui est en lien avec cette prairie pâturée que vous avez bien décrite. Et je ne vois aucun antagonisme avec... ne pas faire état de ce que dit la Cour des comptes, c'était peut-être ne pas être totalement transparent sur la situation dans laquelle nous devons discuter de tout cela. Donc c'est un élément... mais je fais partie de ceux qui, avec vous, constatent que la prairie pâturée fait partie du patrimoine écologique absolu. Donc interdépendant avec la vitalité de nos éleveurs et de leurs élevages. Avec des herbivores, évidemment. Voilà. Ah, t'as fini ? Madame la co-rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Madame Edel-Grière, j'ai presque envie de vous retourner la question, en fait. Avez-vous évalué les conséquences de vos politiques de traité de libre-échange qui met en compétition notre agriculture à l'international ? Avez-vous évalué les conséquences quand vous refusez les prix planchers pour nos agriculteurs ? Avez-vous évalué les conséquences quand vous donnez la priorité aux marges de l'agroalimentaire et de la grande distribution ? De notre côté, je pense qu'on s'est mis en principal objectif, effectivement, le respect des agriculteurs en premier, parce que je crois qu'on l'a suffisamment démontré, mais que cette transition, elle repose sur des revenus dignes pour nos agriculteurs, que ce sont les premiers aujourd'hui aussi impactés par ces conséquences environnementales qui font des dégâts sur les exploitations, qui baissent également les rendements, que c'est les premiers aussi à subir les conséquences sur la santé, les conséquences sanitaires de cette crise environnementale et des pratiques qui leur sont liées. Donc
peut-être d'abord vous poser la question d'évaluer les recommandations que vous pourriez faire à monsieur Marc Fesneau pour la prochaine loi d'orientation et d'avenir agricole. En tout cas, faites confiance à notre rapport. Vous pouvez aller piocher des idées dedans, puisqu'il a été co-construit avec des agriculteurs, mais aussi avec des scientifiques et avec des personnes qui avaient beaucoup moins d'intérêt dans les marges de l'agroalimentaire, peut-être que ne l'ont certains politiques de votre groupe. Madame Brulebois, vous soulevez la question de l'élevage. Je pense que vous avez décrit les bénéfices de l'élevage, qui sont tout à fait décrits d'ailleurs dans notre rapport également. Les bénéfices de l'élevage extensif par rapport à l'agriculture et les modèles en fait prairiaux, on en parlait tout à l'heure, mais qui abritent des espèces qui sont liées à ce type d'élevage-là. Je voulais souligner par rapport au rapport de la Cour des comptes, alors qui met plutôt en cause la question du changement climatique et des émissions de carbone. On a interrogé des scientifiques sur ce sujet et sur ce rapport de la Cour des comptes, et notamment les scientifiques du CNRS de Chizé, qui nous disent, écoutez, effectivement, en termes planétaires et en termes production de CO2, c'est pas les seuls à le dire, hein. Il y a beaucoup de scientifiques qui disent qu'il va falloir qu'on diminue la production de viande, qu'on diminue notamment les cheptels bovins par rapport au rejet de méthane, etc. Vous avez entendu ces arguments. Mais le CNRS de Chizé nous a dit, si aujourd'hui on entame une transition où on considère justement qu'on met fin à ces traités de libre-échange, que la viande qu'on produit en France est mangée en France, et inversement, que la viande qu'on mange en France est produite en France, et qu'on passe à un modèle d'élevage extensif justement qui est favorable à cette biodiversité, et bien demain il nous faudra beaucoup plus d'éleveurs que ce qu'on a aujourd'hui, parce que quand vous êtes sur une méga ferme usine, vous avez besoin de beaucoup moins d'éleveurs que sur un modèle extensif avec prairies, comme on a chez moi majoritairement en Limousin, où on a besoin d'éleveurs nombreux. Donc c'est pas antagoniste en fait de vouloir installer massivement des éleveurs aujourd'hui, tout en voulant respecter l'environnement. On va même avoir besoin de plus d'éleveurs si on veut justement engager cette transition vers l'élevage extensif. Monsieur Carrière, ensuite, sur la question des prix planchers, j'ai oublié personne, hein, c'était Monsieur Carrière après, c'est ça ? Oui, Monsieur Carrière. Sur la question des prix planchers, je vous rejoins totalement. C'est l'une des recommandations phares du rapport, et il faut effectivement qu'on se pose la question d'assurer les revenus dignes. Hein, c'est ce qu'on dit depuis le départ, et ça rejoint également ce que vous dites, Madame Ferrer, sur les traités de libre-échange. C'est comment on encadre les conditions aujourd'hui du revenu des agriculteurs pour qu'ils puissent se permettre cette transition écologique. Et monsieur Maquet, c'est presque une question philosophique que vous nous posez finalement. Effectivement, sur la question de la dépendance des agriculteurs aux aides, hein, qui est revenu, que l'on entend souvent pour en rencontrer effectivement souvent des agriculteurs. Je vois deux façons de répondre à cette question. La question de la politique agricole commune dont je parlais tout à l'heure, qui a pour objectif à la fois de permettre d'assurer un revenu digne pour les agriculteurs parce qu'ils assurent un service absolument indispensable pour la population, et qu'en parallèle, on ne peut pas se permettre des prix explosifs dans l'alimentation pour simplement le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Donc c'est là où l'équilibre doit se faire au niveau des aides financières versées par l'État. Mais évidemment, il ne faut pas qu'on arrive non plus à un système, en fait, comme ça peut être le cas aujourd'hui, où ils en sont quasiment dépendants parce que justement, on n'a pas ces prix planchers, parce qu'il y a une concurrence internationale qui fait que les agriculteurs ne réussissent pas à vivre dignement de leur travail. Donc je pense qu'il y a un juste équilibre à trouver. Et je pense aussi que dans notre cas présent, l'aide se justifie parce qu'on a cet enjeu de transition et de conversion qui peut être énorme pour certains agriculteurs qui veulent s'engager vers des changements de pratiques et qui ont besoin qu'on leur assure pendant un temps au moins la prise de risque financière. Et ça a été l'une des demandes majeures des agriculteurs qu'on a pu interroger. Merci. Madame Edelgrière a demandé la parole. Je vais lui donner, mais juste si on pouvait éviter de remettre en cause l'engagement ou les intérêts de tel ou tel député qui ne sont pas en plus dans cette commission, je pense que le débat se porterait mieux.
Madame Edelgrière. Oui, merci Monsieur le Président. Je me permets de rappeler le contenu de ma question. Ma question concernait l'eau, les pesticides et la taille. À aucun moment j'ai parlé du traité de libre-échange, donc il est très étonnant que vous me répondiez en évoquant les traités de libre-échange, sachant que concernant les pesticides, que ce soit la recommandation 37 qui propose de passer à 100% en agriculture biologique, ma question était de savoir de la faisabilité technique pour les agriculteurs. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous n'avez pas répondu non plus à ma question du coût que cela va engendrer pour nos agriculteurs, et vous n'avez pas non plus répondu à ma question sur l'impact sur le coût de la vie, à la fois pour nos citoyens et pour l'ensemble de nos agriculteurs. Donc il serait bien que vous repartiez sur la question que je vous ai posée, plutôt que de la ramener au traité de libre-échange, qui ne faisait absolument pas partie de mon propos. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Oui, je me suis permise de vous renvoyer des questions, puisque depuis le début de cette séance, je vous entends faire des commentaires, et c'est assez désagréable, Madame Edelgrière. Je pense que je ne suis pas la seule à le penser dans cette salle. Mais justement, c'est que concernant cette évaluation, évidemment, qu'il va y avoir des coûts, surtout à assurer par l'État, c'est ce que nous recommandons aujourd'hui, et c'est ce que je viens de dire aussi à Monsieur Maquet, c'est que moi, je pense que le coût de la transition écologique, il ne doit pas retomber sur les agriculteurs. Mais c'est aussi ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait de laisser seuls les agriculteurs face à des risques climatiques, par exemple les calamités agricoles qui sont de moins en moins présentes, pour lesquelles les agriculteurs sont de moins en moins indemnisés, ces questions-là, aujourd'hui, on a déjà des impacts financiers pour les agriculteurs, et ne pas se poser la question de prendre ce coût en charge par des politiques publiques et que de prendre ce coût en charge par l'État, c'est ainsi que ça retombe sur les agriculteurs. Donc nous, ce que l'on recommande, c'est que le coût ne repose plus uniquement sur les agriculteurs, mais qu'il soit pris en charge par l'État, et notamment au sein de la PAC, au sein du pilier PAC. De toute façon, on a un budget qui est déterminé par l'Europe. Quand on demande à ce que les conversions, le budget des MAEC, par exemple, les mesures agri-environnementales et climatiques, passe de 500 millions au double. Donc, quand on demande de doubler le budget actuel des MAEC, eh bien, c'est au sein du budget PAC que ça se passe. Ça veut dire qu'on va effectivement diminuer des subventions qui sont versées à l'agroalimentaire directement au sein du budget PAC, qu'on va revoir peut-être aujourd'hui le fait que certains céréaliers touchent énormément d'aides PAC, ou que certaines coopératives même sont parfois les premiers bénéficiaires de ces aides PAC, pour qu'on les redistribue vers les modèles plus vertueux. Et encore une fois, en fait, l'argent, il existe. Enfin, je veux dire, quand on regarde les profits qui sont faits par les filières agro-industrielles par rapport aux pertes d'argent qui sont engendrées chez nos agriculteurs, on voit où il part l'argent. Donc l'argent, il existe, c'est juste d'aller le chercher là où il est. Je vais donc... oui, monsieur le co-rapporteur. Je vais juste compléter par rapport à ce qui a Madame Edelgrière a reposé la question. Il me semble que ce qui est important, parce qu'on a parlé de philosophie tout à l'heure, ce qui est important aussi, c'est il y a un principe, je pense, l'héritage agricole français, c'est une remarquable diversité d'approches. Et il ne faut pas sacrifier ce patrimoine. Donc il faut travailler à son maintien, à la survie de cette diversité d'approches, parce qu'en période de crise, on ne sait pas où la vérité va émerger. On ne le sait pas précisément. On a des idées. On ne les partage pas forcément parce que nous sommes tous dans des logiques de pensée qui nous appartiennent, dans lesquelles on se retrouve, courant politique par courant politique ou associatif ou autre. Mais je pense que l'urgence, c'est de faire en sorte que notre façon d'aborder l'agriculture, qui est, comme l'a précisé M. Maquet, sous dépendance d'une certaine manière, eh bien que ce travail de maintien d'une forme de dépendance pour surtout faire survivre la diversité est fondamentale. C'est une loi universelle. La diversité, c'est pratiquement la règle pour survivre aux crises. Donc je pense que là, il y a quelque chose de très très important qui va se jouer dans les prochaines années. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la modestie et la réflexion sur tous les sujets, absolument tous. Vous avez parlé des haies, le gouvernement s'en saisit, je pense qu'il faut l'accompagner. Parce que les haies, même si elles sont d'un autre temps, en termes de pratiques agricoles, elles peuvent intégrer des pratiques modernes
sous réserve de certains ajustements, de certaines précautions, d'où la nécessité de construire ce modèle avec les acteurs de terrain, sous la bienveillance du gouvernement et des autorités, avec les forces de proposition que nous pouvons être. Mais je pense qu'il y a une solution. Même si on introduit de la robotique, on peut contourner une haie. Quand on peut, excusez-moi, du parallèle, mais quand on fait des frappes chirurgicales en Russie ou en Ukraine, très précises, ou ailleurs, plus tristement en Moyen-Orient, ça évidemment, on est capable de faire ça aujourd'hui, on est parfaitement capable d'adapter notre approche culturelle avec sa technologie et respecter la nature en même temps. Introduire de la diversité paysagère, c'est la clé pour réintroduire de la biodiversité. C'est jouable. C'est jouable sans bousculer de façon révolutionnaire certains modèles, mais progressivement, l'agriculteur se réapproprie cette force de cohabiter avec la biodiversité, et je suis absolument convaincu qu'il en fera quelque chose. C'est à nous d'aider. Très bien, chers collègues, en application de l'article 145, alinéa 7 du règlement, je vais maintenant mettre aux voix l'autorisation de publication du rapport d'information. Qui est pour? Et qui est contre? La publication du rapport est autorisée. Chers collègues, annonce très importante, je compte sur votre mobilisation importante mercredi matin dans cette même salle, table ronde conjointe avec la délégation aux Outre-mer sur la gestion des déchets dans les Outre-mer. C'est une initiative qui est le fruit des discussions de bureau, de sorte à ce que nous puissions faire des auditions conjointes avec des délégations, et nous commençons avec les Outre-mer. C'est important pour valoriser, mettre en avant les différentes problématiques dans ces territoires importants de notre République. Et enfin, l'après-midi, nous aurons l'audition de Antoine Peillon, secrétaire général à la planification écologique, sur la territorialisation de la planification écologique. Merci, chers collègues.